Le silicium règne sur l'industrie des puces depuis 60 ans. Tout ce qui se calcule sur cette planète, de votre smartphone aux processeurs qui font tourner l'IA, tout repose sur ce seul matériau. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, le silicium, c'est 60 ans de domination absolue. Mais, pour la première fois, l'industrie vient de désigner son successeur. Il y a quelques semaines, l'IEMC a dévoilé sa nouvelle feuille de route technologique pour la décennie qui arrive. L'IEMC, c'est l'organisation qui fixe le cap pour toute l'industrie des semi-conducteurs. Les plus grands fabricants de puces au monde travaillent avec eux, d'Intel à TSMC en passant par ASML. Sur cette feuille de route, quelque chose de remarquable apparaît. Autour de 2041, le silicium va commencer à disparaître. Pas de votre ordinateur, mais du transistor lui-même. Le matériau qui va prendre sa place, ça fait 3 atomes d'épaisseur. On va en parler, mais d'abord 2 secondes pour vous dire que la chaîne approche des 300 000 abonnés, merci beaucoup à tous. On n'en est plus très loin, et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Ça prend 1 seconde, c'est gratuit et ça me permet de garder toutes ces vidéos en accès libre et de continuer à les améliorer chaque semaine. Il y a également notre newsletter gratuite quotidienne, elle aussi, où vous recevez chaque matin les infos et les idées de la veille à ne pas louper. Tous les liens sont en description si cela vous intéresse. Alors, et maintenant, pour comprendre pourquoi c'est un moment aussi décisif dans l'industrie des semi-conducteurs, il faut revenir au problème de base que nous avons aujourd'hui. Pendant des décennies, l'industrie a progressé en faisant une seule chose, réduire la taille des transistors, donc réduire la taille de nos puces. Plus petit, plus rapide et moins cher. Donc la recette magique. Elle a fonctionné pendant 60 ans, jusqu'à ce qu'on touche un mur. Pas un mur économique, un mur physique, donc lié aux lois de la physique elle-même. Quand les transistors approchent des tailles atomiques, des effets quantiques commencent à apparaître. Le plus redoutable d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est quand les électrons cessent de se comporter comme des particules bien sages et qu'ils se mettent à agir comme des ondes. Une onde, ça traverse les barrières. Vos transistors se mettent alors à fuir. Le courant passe là où il ne devrait jamais passer et ça pose beaucoup de problèmes. C'est pas idéal quand votre puce contient des milliards de ces petits interrupteurs. Chaque fois qu'on a cru que c'était la fin, les ingénieurs ont trouvé une parade. D'abord, les transistors ont cessé d'être plats pour devenir des fines fêtes, donc des petites ailettes en 3 dimensions. Puis on a enroulé la grille tout autour du canal. C'est ce qu'on appelle l'architecture Gate-All-Around. Intel l'a intégré dans son nœud 18A avec les nanosheets, donc ces barreaux horizontaux minuscules par lesquels passe le courant. Ils les ont combinés avec une technologie qui alimente la puce par le dessous au lieu d'encombrer le sommet déjà saturé. 2 des problèmes les plus complexes de la fabrication moderne de puces résolus dans le même dispositif. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos dédiées aux semi-conducteurs de ces techniques. C'est assez élégant et c'est assez passionnant à voir d'ailleurs. L'étape d'après s'appelle le CFET. Le principe, c'est d'empiler 2 transistors l'un sur l'autre dans l'espace qu'un seul occupait avant. D'après la feuille de route de l'IEMC, son introduction commerciale est prévue autour de 2033, au nœud de 7 angstroms. Chaque génération a offert un sursis au silicium, mais d'après ce qu'ils nous ont communiqué, le CFET sera probablement le dernier. Parce qu'après, le matériau du canal va changer. Le silicium cède la place à une famille de semi-conducteurs qu'on appelle les 2D. Le candidat qui mène la course, c'est le disulfure de molybdène, donc le MoS2. Alors, ça sonne certes moins bien que silicium, mais il faudra sans doute trouver un acronyme qui fait plus rêver que le MoS2. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Sa structure, elle est simple. C'est une couche d'atomes de molybdène prise en sandwich entre 2 couches d'atomes de soufre. 3 couches atomiques donc au total, un demi-nanomètre d'épaisseur. Ce n'est même pas un matériau rare, le molybdène, comme le soufre, sont relativement abondants et ça change pas mal de choses. Ce qui est assez savoureux d'ailleurs, c'est que ce matériau, on le connaît depuis des siècles. À l'état naturel, ça s'appelle la molybdénite. Pendant très longtemps, on l'a confondu avec du graphite ou même avec du minerai de plomb. D'ailleurs, le mot molybdène vient du grec molybdos, qui veut dire plomb. On s'en servait comme lubrifiant industriel pour graisser des machines il y a peu. Vous savez, si vous aviez dit à un ingénieur des années 2000 que ce lubrifiant allait un jour se retrouver au cœur des processeurs les plus avancés de la planète, il vous aurait ri au nez. C'est un peu comme si on vous annonçait que l'huile de vidange de votre voiture allait remplacer l'or dans les circuits imprimés. En fait, ce qui est fascinant, c'est que l'industrie a passé des décennies à essayer d'amincir le silicium, mais ici, le MoS2 commence déjà à mince, c'est tout son avantage.
Un avantage qui a des conséquences très concrètes. Plus le canal d'un transistor est fin, et plus la grille contrôle précisément le flux d'électrons. Et qui dit meilleur contrôle dit tension de fonctionnement plus basse. Dans l'industrie des semi-conducteurs, baisser la tension, c'est le saint graal. Pour le MOS2 ou le MOS2, peu importe comment vous le prononcez, les équipes de recherche visent environ la moitié de la tension des dispositifs actuels. Or, la consommation d'énergie est proportionnelle au carré de la tension. Divisez la tension par 2 et vous divisez la consommation par 4. Bon, ça, c'est la théorie, bien sûr, comme bien souvent. En pratique, les résultats publiés montrent des transistors qui consomment jusqu'à 1000 fois moins d'énergie que des dispositifs silicium comparables. Ce n'est pas un détail technique qui est réservé aux spécialistes. Non, c'est le cœur du problème actuel. Vous savez, l'intelligence artificielle pousse l'industrie dans une crise énergétique. Les data centers deviennent certains des plus gros consommateurs d'électricité de la planète. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, d'après le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, publié en avril 2026, la consommation électrique mondiale des data centers a atteint 485 TWh en 2025. Elle devrait doubler pour atteindre 950 TWh d'ici 2030. C'est légèrement plus que la consommation électrique annuelle du Japon tout entier. Les data centers dédiés à l'IA, eux, ont vu leur consommation bondir de 50%, rien qu'en 2025. À Dublin, les data centers consomment déjà 79% de l'électricité de la ville. Et aux États-Unis, d'ici 2030, les data centers vont consommer plus d'électricité que toute l'industrie lourde réunie, à savoir donc l'aluminium, l'acier, le ciment, la chimie, tout combiné. On est face à un mur énergétique. Et pas un ralentissement, mais un mur, tout simplement. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est plus juste de la puissance de calcul brut, c'est plus de calcul par watt, donc de l'efficience. Exactement là où les semi-conducteurs atomiques fins changeraient la donne. Alors, la question qui vient, c'est est-ce que l'on peut vraiment construire un processeur fonctionnel avec ce matériau? On a désormais une réponse, et elle vient de la Chine. Enfin, deux plutôt qu'une. En avril 2025, d'abord, l'université de Fudan a présenté le RV32WUGI. Ok, c'est un nom un peu barbare, mais c'est en fait un nouveau processeur construit avec environ 6000 transistors, fait en MOS2, donc chacun épais de 3 atomes. C'est le circuit intégré 2D le plus complexe jamais réalisé, avec un rendement de fabrication de 99,77%. Un an plus tard, en mai 2026, l'université de Nanjing, associée à Huawei, a publié dans Nature le Menqi 1000. Là, c'est le premier processeur parallèle multibits en semi-conducteur 2D aussi. Comparé aux 300 milliards de transistors dans GPU Nvidia actuel, bon, ça peut sembler anecdotique, mais rappelez-vous que le premier microprocesseur Intel, donc le 4004, contenait 2300 transistors uniquement. On est dans le même ordre de grandeur, sauf que les transistors du 4004 se mesuraient en micromètres. Ceux-ci font 3 atomes d'épaisseur. Et surtout, ils fonctionnent ensemble, par milliers. C'est le moment où la conversation devrait changer d'ailleurs, car faire marcher un transistor isolé en MOS2, c'est fait en labo, ok. Mais faire marcher des milliers de transistors atomiques fins en même temps, dans un circuit qui exécute des vraies instructions, c'est un problème d'une toute autre nature. La question n'est plus est-ce que ça peut fonctionner? En théorie et en concept, c'est bon. La question c'est plutôt devenu est-ce qu'on peut le fabriquer à l'échelle? C'est justement là que la plupart des challengers du silicium se sont plantés. Un autre point, c'est que le MOS2 n'est pas un élément pur comme le silicium. C'est un composé donc. Chaque atome de molybdène, chaque atome de soufre doit arriver exactement au bon endroit sur la totalité de la galette de puce, donc du wafer. Sauf que la situation vient de basculer et c'est ce qui a motivé ce changement de cap de l'IEMC cette année. Le 10 juillet 2026, la start-up chinoise Yuan Jiwei a inauguré la première ligne pilote industrielle 8 pouces au monde dédiée aux semi-conducteurs 2D. On parle bien d'une ligne pilote industrielle avec un flux de fabrication complet, de la préparation des matériaux jusqu'au tape-out. L'objectif c'est de faire un processeur équivalent à du 90 nanomètres en silicium d'ici fin 2026, puis enfin 5 nanomètres équivalents d'ici 2029. Sans lithographie EUV. Oui, vous avez bien entendu. Et cette phrase-là, elle n'est pas anodine. Depuis 2022, les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon ont verrouillé l'exportation des machines EUV les plus avancées vers la Chine. ASML, le seul fabricant au monde capable de produire ces machines-là, n'a plus le droit de les vendre aux fonderies chinoises. C'est le pilier central de toute l'architecture de sanctions dans la guerre des semi-conducteurs. Toute la stratégie repose sur une hypothèse simple, c'est que sans EUV, la Chine ne peut pas fabriquer de puces avancées. Si les semi-conducteurs 2D permettent d'atteindre des performances équivalentes aux 5 nanomètres sans avoir besoin de ces machines,
Alors, ce n'est plus seulement une avancée scientifique, mais plutôt je dirais que c'est un levier géopolitique qui pourrait rendre une partie de ces sanctions obsolètes complètement. C'est aussi pour ça que cette ligne pilote chez Yuan Jiwei attire autant d'attention. Yuan Jiwei n'est d'ailleurs pas seul, nous avons aussi Ji-Moly, qui est une spin-off de l'université de Nanjing, qui produit déjà en masse des monocristaux de MoS2, donc sur des wafers qu'elle expédie déjà à des universités comme Cambridge ou Fudan. Shanghai Atomic Technology a aussi activé sa propre ligne pilote en janvier 2026. Donc tout ça pour vous dire que l'écosystème industriel est en train de se structurer assez rapidement et fortement autour de ce nouveau matériau. Côté américain, nous avons C-Dimension, qui est aussi une spin-off du MIT cette fois, qui attaque le problème par un autre angle. Leur procédé fait croître une monocouche de MoS2 directement sur du silicium, donc à environ 200 degrés. Ce détail technique change tout. Les méthodes traditionnelles exigent des températures proches de 1000 degrés, largement assez pour détruire des transistors déjà fabriqués en dessous. Donc à 200 degrés, ils survivent. Alors ça ouvre la porte à quelque chose de bien plus ambitieux que le simple remplacement du silicium, à savoir la possibilité de construire par-dessus. Vous prenez une couche de transistors en silicium, puis vous fabriquez au-dessus une couche de transistors en MoS2, puis une autre, puis encore une autre. C'est ce qu'on appelle l'intégration monolithique 3D. Rien à voir avec les techniques, donc le collage des wafers, des galettes séparées qu'on pratique aujourd'hui dans le packaging avancé. Là, c'est une seule puce construite couche par couche avec des connexions verticales ultra courtes qui gaspillent beaucoup moins d'énergie à déplacer les données. C'est pour ça que Intel ou TSMC et toute l'industrie d'ailleurs surveillent cette technologie d'aussi près. Presque au même moment, en juillet, le mois dernier, Stanford et Chalmers ont publié dans Nature des transistors nanorubans en MoS2 aussi, avec des largeurs de canal qui descendent jusqu'à 25 nanomètres. Tout le monde pensait que les effets de bord allaient détruire les performances à ces dimensions. Ce n'est pas le cas. Les transistors restent stables, bien loin du scénario catastrophe que certains prédisaient. Les premiers produits commerciaux n'arriveront pas dans votre prochain CPU, bien sûr, là tout de suite. Les nouvelles technologies ne démarrent jamais par le sommet, mais c'est exactement comme ça que la lithographie EUV a commencé. Vous savez, elle a passé des années dans ce que les ingénieurs appellent la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est un concept que tout le monde devrait connaître. C'est le gouffre qui sépare la preuve de concept en laboratoire du produit industriel viable. La grande majorité des technologies prometteuses meurent là. Pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce que personne ne veut financer la transition entre le prototype et la production de masse. Trop risqué. Le risque est trop élevé, les rendements trop incertains et les délais trop longs. L'EUV y a passé plus de 15 ans là-dedans, dans la vallée de la mort. 15 ans pendant lesquels la plupart des analystes considéraient que cette technologie n'arriverait jamais en production. Personne ne croyait qu'elle serait prête à temps. Aujourd'hui, vous le voyez, elle est devenue indispensable. Le MoS2 vient d'y entrer, mais avec un avantage que l'EUV n'avait pas à l'époque. À savoir qu'il y a en ce moment plusieurs pays qui financent la traversée en même temps, des deux côtés du Pacifique. Ce qui rend ce moment différent de toutes les promesses précédentes, c'est que tout bouge en même temps. Il y a 2 ans, on parlait de transistors individuels dans des labos. Aujourd'hui, on parle de lignes pilotes industrielles qui tournent, de processeurs qui exécutent de vrais programmes, de verrous scientifiques qui sautent les uns après les autres. La feuille de route de l'IMEC dit 2041. Ce sont les premiers pas concrets de l'ère post-silicium. Le moment où l'industrie ne se contente plus de prolonger la vie du silicium, mais qu'il prépare activement ce qui vient après. Quand le matériau au cœur de chaque puce change, c'est toute la chaîne qui se reconfigure. Donc la conception, la fabrication, les outils, les compétences. Si vous voulez comprendre ces transformations, si vous préférez anticiper plutôt que de subir ce qui arrive, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant n8n. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.